Son avion bricolé chevauchait les étoiles, pourfendait les montagnes et souriait aux dieux. Aéronef infime, égaré dans les cieux, ôtant au mystère jusqu'à son dernier voile. Tous ses nobles amis savaient le rêve fou de l'amant de l'azur, forgeant au cœur du vide le bel ordre nouveau des hiérarchies limpides qui ne laissent de voix qu'aux seuls hommes debout. Voyageurs sans bagages et rêveurs éphémères, aventuriers sans âme au cœur immense et rouge, sa passion ne vibrait que pour tout ce qui bouge, son amour du pays, de Dieu et de sa mère. Il tint quelques années l'équilibre impossible qui ouvre la porte de l'univers des anges. Les sombres étendues des nuées indicibles ravirent en leur sein et à jamais l'archange. Roulé dans les reflux des profondeurs moroses, son grand corps de dieu grec, son visage éclatant, apparaissent parfois du fond de l'océan pour rappeler aux hommes ce nom, Jean Mermoz. Ce beau poème rend hommage à Mermoz, l'archange glorieux, comme l'appelait son ami et principal biographe Joseph Kessel. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Pourquoi vais-je vous parler aujourd'hui de Mermoz? Sans doute, tout simplement, parce que c'est un personnage qui m'a toujours captivé, et je déplore que cette figure légendaire soit malheureusement trop souvent oubliée de nos jours ou salie par la calomnie la plus insidieuse. Je crois vraiment que Jean Mermoz mériterait de retrouver la place qui est la sienne parmi nos héros les plus authentiques, et pas seulement parce qu'il disparut en mer à l'âge seulement de 34 ans, à bord de son avion la Croix du Sud. Avant de le retrouver, je vous propose d'abord de me suivre au Maroc, où commença sa prodigieuse épopée. Le soleil vient à peine de se lever, et déjà il darde ses rayons brûlants sur une scène fascinante. Au fond de sa cuve ronde, les jambes plongeant dans un liquide rouge, un homme trempe et retrempe des peaux de mouton et de chèvre, les malaxe, puis les rince, avant de les déposer près de lui sur un énorme tas. Lorsque celui-ci semble suffisamment important, un autre homme vient chercher sa marchandise qu'il charge sur un âne avant de s'en aller vers quelque destination mystérieuse. Et la scène se répète autour de la cuve et de la centaine d'autres cuves à quelques mètres de distance entre elles. On croirait voir un gigantesque nid d'abeilles dont on aurait rempli les alvéoles de peinture blanche, verdâtre, rouge, jaunes ou ocre, pour y plonger ensuite des hommes. Malgré l'odeur nauséabonde, le général Lyautey ne se lassait pas d'observer ces infatigables tanneurs qui accomplissaient inlassablement leur travail ancestral. C'est ici, à Fès, la ville impériale, comme à Volubilis, la romaine, et à Meknès, autre ville impériale, que le Maroc est né. Louis Hubert Gonzalve Lyautey, ce brillant officier qui s'était illustré pendant les guerres coloniales, était installé au Maroc, un pays qui le fascinait depuis 1912, date à laquelle la Convention de Fès avait établi, au mois de mars précisément, le protectorat français sur le Maroc, et il en fut le premier président général. Dès sa nomination, il entreprit avec détermination la pacification du pays, où il s'efforça de faire respecter, mais aussi aimer la France.
ambition, passionnée, ne visait qu'à employer toutes ses facultés au service de l'État et de ce pays qu'on lui avait confié en quelque sorte. Au dire de son entourage, il étonnait un peu les siens par la simplicité avec laquelle il réduisait à peu de choses le bruit éclatant qui se faisait autour de son nom, car il jouissait d'un prestige considérable. Lorsqu'il apprit que la guerre était déclarée en Europe, en août 1914, il s'écria devant ses officiers: « Ils sont complètement fous! Une guerre entre Européens, c'est une guerre civile! C'est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite. » Lyautey, le monarchiste catholique, partageait les opinions en la matière du grand leader socialiste Jean Jaurès, qui sera assassiné à la veille de la guerre. Il dut renvoyer en France ses bonnes troupes et ses meilleurs généraux, mais il reçut en échange des bataillons territoriaux. Il ne renonça pas pour autant à la pacification du Maroc. Mais en décembre 1916, il devint ministre de la guerre dans le gouvernement d'Aristide Briand jusqu'en mars 1917, puis il retourna au Maroc où il sera alors considéré comme l'un de nos héros de la Grande Guerre avec Foch, Joffre, Pétain et Clémenceau. Mais il était modeste. Il ne se croyait pas supérieur aux autres hommes. Il ne cachait pas qu'il avait besoin des avis et des conseils des autres. Nombre de lettres de lui témoignent qu'il décidait seul, mais après avoir consulté. Il convoquait ses collaborateurs afin, disait-il, que je puisse prendre une bonne résolution après avoir pris conseil des gens les plus compétents. Pour revenir à son ambition, on peut dire qu'il n'était nullement ambitieux pour lui-même, mais il l'était beaucoup pour la France. Et comme il croyait aux immenses progrès qu'apporterait à l'humanité la science, et qu'il était passionné par les exploits tant techniques qu'humains, c'est avec un grand enthousiasme qu'il reçut la nouvelle de l'exploit de Lemaître et Latécoère en décembre 1918. Pierre-Georges Latécoère et son pilote, le capitaine Lemaître, avaient parcouru à bord de leur avion Salmson, construit à Toulouse, la première étape, Toulouse-Barcelone, d'une aventure extraordinaire qui les conduirait un jour à réaliser la liaison France-Amérique du Sud. Durant la guerre, Pétain, le premier, misa sur l'aviation pour compenser notre infériorité numérique face à l'armée allemande en 1917. Lyautey, alors ministre de la guerre, croyait aussi beaucoup à l'aviation et il recommanda à nos avions de s'attaquer non seulement aux objectifs stratégiques, mais aussi aux industries de guerre, notamment aux hauts fourneaux de Sarre, du Luxembourg ou de la Lorraine annexée. Il découvrait à présent que l'aviation pouvait être aussi un messager de la paix et rapprocher les hommes de tous les continents. Avec Lemaître et Latécoère, ces nouveaux conquérants du ciel, allait commencer la grandiose épopée de l'aéropostale, qui sera immortalisée par des hommes comme Didier Dorat et des pilotes comme Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry ou celui dont nous allons parler ce jour. Lyautey reçut chaleureusement Lemaître et Latécoère pour les féliciter et fut conquis par la cause. En quelques jours, il prépara un contrat de transport de la poste aérienne entre la France et le Maroc. La ligne était née. Restait à la faire. Le 1er septembre 1919, le premier courrier postal aérien quitta Toulouse pour le Maroc.
L'hiver 1920-1921 fut particulièrement rude pour les équipages, composés de jeunes pilotes enthousiastes qui travaillaient au coude à coude avec leurs camarades mécaniciens. Mais la ligne continua dans la foi et le succès. Peu à peu, les sacs postaux se gonflent, et au milieu des périls se créa l'esprit de la ligne, la mystique du courrier. Entre-temps, Lyautey fut fait maréchal de France, mais sous le gouvernement de Paul Painlevé, il se vit retirer le commandement des troupes engagées contre la rébellion d'Abdelkrim, qui fut confiée à Philippe Pétain. Il démissionna alors, quitta non sans regret le Maroc et rentra définitivement en France en 1925, tout en continuant à suivre les exploits de la ligne qu'il avait soutenue à ses débuts, la portant en quelque sorte sur les fonds baptismaux. La liaison Casablanca-Dakar se réalisa en 1923, et c'est à Saint-Exupéry qu'elle fut proposée, et c'est Saint-Exupéry qui résolut les problèmes. Nommé chef d'aéroplane et affecté au Cap Juby, il parvint à concilier à la fois l'amitié et l'estime des autorités espagnoles et gagner la confiance des nomades maures qui au début n'acceptaient pas le survol de leur territoire et étaient hostiles à l'influence des Blancs. Du fait de leur succès sur Casa-Dakar, les navigants et du personnel technique furent alors envoyés en Amérique du Sud. Et c'est à ce moment qu'apparaît un grand jeune homme blond, au sourire d'archange et au corps d'athlète, dynamique et passionné, Jean Mermoz. Né à Auberton, un petit village bien français de l'Aisne, en décembre 1901, où son père, Jules Mermoz, dirige l'hôtel du Lion d'Or, il est élevé par sa mère, Gabrielle Gillet, qui quitte le domicile conjugal en 1903, et par ses grands-parents maternels, les parents de celle-ci. En septembre 1917, maman Gabi, comme il l'appelait affectueusement, en abrégé Mon Gabi, est infirmière à Paris, à l'hôpital Laennec, et Jean, lycéen à Voltaire. La mère et le fils vivent alors dans un atelier désaffecté avenue du Maine. C'est là que Jean fait la connaissance de Max Delty, artiste de music-hall très populaire et proche de Mangabi depuis un séjour à Laennec. Max jouera un rôle déterminant dans le destin de Jean Mermoz, ce jour de 1920 où il lui conseillera de s'engager dans l'aviation. Le 29 juin, c'était chose faite. À 18 ans et demi, Jean revêt l'uniforme. Ses classes terminées, on affecte la nouvelle recrue dans le Midi, à la base école d'Istres, où il vivra un ordinaire à base de corvées de patates et de corvées d'enterrement. Les coucous, des vieux caudrons C3 de la Grande Guerre à bout de souffle, dont sont en effet victimes d'accidents fréquents. Le bonheur arrivera vraiment pour lui le jour où il put enfin voler. Ce gaillard, taillé en athlète mais réservé, presque timide, va alors donner toute sa mesure. Il obtient son brevet de pilote en février 1921. Puis, il est affecté à la 7e escadrille du 11e régiment de bombardement de Metz. 6 mois plus tard, le caporal Mermoz, volontaire pour le Levant, et son copain, Émile Coursault, découvrent Beyrouth et ses charmes, notamment féminins, mais aussi les attraits redoutables de la drogue. Les deux camarades seront ensuite mutés en escadrille. En mars, leur appareil doit se poser en catastrophe dans le désert en raison d'une panne de moteur.
Dans l'épreuve, Jean révélera une force de caractère peu commune, soutenant son coéquipier épuisé à bout de bras. Puis, à la toute fin, sur ses robustes épaules, ce jeune aviateur, qui n'a pas encore fêté ses 20 ans, parvient à traverser l'étendue sableuse jusqu'à une piste où des méharistes français en patrouille découvrent les deux rescapés à demi morts de soif. Mermoz entend bien alors profiter de la vie qu'il a bien failli perdre. Et il commence à jouer, à faire la noce, à boire. Mais il se garde bien de renouer avec la drogue. Autour de lui, les femmes sont légion. Mais, à en croire une légende aussi tenace qu'invérifiable, seule l'une d'entre elles aurait compté. La jeune épouse d'un cheik bédouin qu'il aurait rencontré nuitamment près de la nécropole en ruine de la reine Zénobie, dans l'oasis de Palmyre. Trop beau sans doute pour être vrai. Encore que... Le 3 mars 1923, Mermoz est décoré de la Croix de guerre TOE, Théâtre d'opérations extérieures, et rentre en France où il rejoint le prestigieux 1er régiment de chasse à Basse-Lutz, près de Thionville, pour y piloter les appareils les plus modernes et se lier d'amitié avec deux bleus, Fournier et surtout Henri Guillaumet. En mars 1924, il est démobilisé. Il s'en réjouit, car il supportait mal, semble-t-il, la discipline tatillonne des armées métropolitaines. Cependant, très rapidement, sa prime de démobilisation s'envole au rythme de quelques virées superbes. Complètement fauché, ne trouvant pas d'emploi auprès des compagnies aériennes, il connaît la misère et vit de petits boulots soutenus à bout de bras par Mangabi. Enfin, en septembre 1924, il reçoit une proposition de contrat des lignes aériennes, la TSOR, dirigée par Didier Dora. C'est un très grand bonheur pour lui. Il va pouvoir voler à nouveau. Débarquant à Toulouse, il n'est pas peu fier des 600 heures de vol inscrites sur son carnet de vol. Mais le jeune homme ne semble guère impressionner le rugueux Dora. Beaux cheveux, tête d'artiste, pas d'ouvrier, promène celui-ci, la cigarette vissée au coin des lèvres. Le tressage commence aussitôt. Des semaines en bleu de travail à l'atelier de mécanique où Jean sera voué aux tâches les plus ingrates, à l'instar de ses camarades et bientôt amis, Marcel Rennes et André Dubourdieu. Enfin, au bout de quelques mois, il est affecté en qualité de pilote sur la ligne Toulouse-Barcelone sur Breguet 14. La ligne franchissant les Pyrénées est alors un défi pour les avions. En 1925, il assure la liaison Barcelone-Malaga, puis il prend en charge le courrier sur la liaison Casablanca-Dakar. En mai 1926, il est contraint d'atterrir en catastrophe au milieu du désert avec Araf, son mécano-interprète arabe. Les deux hommes, n'ayant pas la possibilité de réparer sur place, décident de partir à la recherche d'éventuels secours avec 1 litre d'eau, quelques tomates et des boîtes de sardines trouvées à bord. Après 2 jours d'errance, épuisé, il retourne vers l'avion et s'abrite sous ses ailes pour se préserver du soleil brûlant. Pour survivre, ils doivent se résoudre à boire l'eau du radiateur. Enfin, une caravane mort finit par les découvrir, plus morts que vivants. Réconfortés, remis sur pied, ils sont rapatriés contre paiement d'une rançon de 10 000 pesetas vers Cap-Juby, où tout le monde les croyait morts et disparus à jamais dans l'immensité du désert saharien. Mermoz
est accueilli comme un héros par ses camarades, qui ont réservé une petite fête aux deux miraculés, avec guirlandes, table buffet et l'irremplaçable champagne, breuvage alors considéré comme redoutable sous ses latitudes, en un temps où les réfrigérateurs étaient encore réservés aux privilégiés, vu leur chère rareté. On s'est forcé toutefois à lui donner une relative fraîcheur en le conservant dans des sacs trempés et exposés la nuit, mais sans grand résultat, et le breuvage ressemblait à tout, sauf à du champagne. Pourtant, ce jour-là, après en avoir bu une gorgée, Mermoz s'exclama. Mais ma parole, c'est du champagne frappé! Tous les regards de ses camarades se tournèrent alors vers Pique-la-Lune. C'est ainsi que ses camarades appelaient affectueusement Syntex, à cause de son nez en trompette. Ah, comment tu fais lui demanda Mermoz, qui ne comprend pas. Alors, montrant le ciel d'un index dénonciateur, Syntex avoua en souriant. Je suis monté emprunter de la glace chez le bon Dieu. Et en effet, quelques heures avant le retour de Mermoz et de son compagnon, Syntex avait fixé des bidons d'eau avec les bouteilles de champagne sur les ailes d'un avion. Il était ensuite monté au plus haut qu'il pouvait atteindre dans l'atmosphère, le temps que l'eau devienne si froide que les glaçons commencent à teinter. Il était alors revenu, lui aussi réfrigéré, mais heureux de pouvoir offrir à Mermoz ce toast insolite. Cette anecdote démontre la grande amitié que Syntex portait à l'archange, comme on surnommait Mermoz. À la suite de cette mésaventure dans le désert saharien, Mermoz souffrit de vives douleurs causées non par le champagne, mais par l'eau acide du radiateur qu'il avait dû boire, comme on l'a vu, pour ne pas mourir de soif dans le désert, et il s'efforcera de les calmer en absorbant certaines drogues calmantes dont il devint dépendant. C'est durant cette période, dans le fortin de Cap Juby, au Maroc, étape du vol Casablanca-Dakar, qu'il écrivit un poème de 20 quatrains qui est tout à fait remarquable et dans lequel il évoque les soirs où, jeune caporal, il s'adonnait aux drogues en compagnie d'une fille cocaïnomane. Dans ce poème, intitulé Cauchemar d'éther, la femme qui dort à ses côtés devient la figure cauchemardesque de la drogue dévorante. En voici un petit extrait. Une tiède nuit d'été, sans un souffle de brise, un silence lourd d'angoisse et de volupté, d'étranges lueurs d'étoiles, un firmament teinté de verte pâleur, une lune attardée, indécise. La chambre, immense, gouffre de pénombre, le lit bas, éclairé d'une lumière spectrale. Sur l'oreiller, très blanc, une tache très sombre, très brune, de femme, face confuse, astrale. Le calme absolu de la minute dernière, l'atroce pression d'une pierre tombale, le bruit sourd et mat d'un battement d'artère, une immobilité de statue magistrale. J'écoute le murmure de la voix cristalline. « Chérie, me dit-elle tendrement à l'oreille, pourquoi me croire toujours aux autres pareilles? Tant de femmes l'ont eu, cette nuit opaline.
faite de ton désir, faite de leurs caresses. Que m'importent à moi ces lascives ivresses, sans ce cœur palpitant là, dans ta poitrine, que n'a jamais ému une main féminine. Elle écoute, penchée, le rythme de mon cœur. Dans sa main, un stylet à lame de cristal. Dans ses yeux, le reflet d'un désir animal. Et moi, l'inerte suprême de l'horreur. De mon cœur arraché, le mortel déchirement, une forme qui s'enfuit. Oh, ce ricanement! La clameur éperdue de mon âme en déroute, et doucement, ma vie coule, goutte à goutte. Le son des cloches d'une cathédrale lointaine, une musique sereine. L'heure meurt. En novembre de la même année, Mermoz sauve son camarade Éloi Ville, contraint à atterrir dans le désert. Son courage, son esprit de camaraderie et sa grande générosité lui confèrent un statut particulier à partir de 1927 auprès de ses amis pilotes, dont Saint-Exupéry. La vie des pilotes est alors en général simple et bien réglée, mais il leur arrivait parfois de bien drôles histoires pendant les escales. Saint-Exupéry rapportait qu'une association chrétienne de protection des femmes, à Dakar, envoyait régulièrement des petites filles de 15 ans pour tenir compagnie aux pilotes. Vous savez, racontera Saint-Ex, qu'on vendait encore ces pauvres créatures au marché comme esclaves. L'association imposait son tarif. On devait payer ces filles vierges 4 francs français pour la soirée. Pour elles, c'était une grosse somme dans leur trou perdu du désert. Souvent, la plupart d'entre nous refusaient un tel marché, mais acceptaient qu'elles viennent balayer leur chambre, laver un verre ou nettoyer la lampe à pétrole. Un jour, Mermoz, rentrant assez tard d'un café à Dakar, trouva à sa porte une petite fille d'environ 14 ans. Il avait un peu bu. Il lui dit aussitôt de partir. Mais la petite fille s'afflige, pleure, seul moyen de montrer son désespoir, car elle ne parle pas français et Mermoz ignorait encore la langue arabe. Alors, ému et se méprenant sur sa présence, il lui dit d'entrer et l'autorise à dormir auprès de lui. Il commence à la déshabiller, à lui enlever son burnous, mais la petite pleure de plus belle. Et il lui donne ses 4 francs, ne voulant pas augmenter le tarif à cause des autres copains. Il lui remet le burnous et lui donne une seconde poignée d'argent. Au diable le tarif des civils! Tu es gentille, tu vas dormir. Mais la petite fille, quasi nue dans la nuit, ne veut pas partir et continue de sangloter. Maintenant, ne sait plus quoi faire. Il lui fait cadeau de sa montre bracelet, qui l'émerveille, de son eau de Cologne. Pendant un moment, elle se calme, puis replonge dans son désespoir. Il lui crie alors: « J'en ai assez, pars, je veux dormir, va chez toi. » La petite fille reste debout, l'air égaré, immobile, comme quelqu'un qui n'a pas fini sa course. Ses yeux profonds sont remplis d'une lumière angoissante. La bouche entr'ouverte, elle ne pouvait rien lire dans la langue de cet homme blanc qui vole, qui vient du ciel. Des bruits sortaient de sa gorge, doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Devant son immense chagrin, Mermoz s'apitoie. Et il lui retire à nouveau les tissus blancs qui la couvrent et la regarde attentivement. Elle n'était pas
comme les autres bédouines qui, avec soumission, se présentent les yeux baissés devant le mal. Le pilote la trouve belle, plus belle encore avec son air étrange. Il essaie de calmer son regard de bête traquée. C'est comme ça que plusieurs de mes camarades ont épousé des filles arabes, se dit-il. Au lever du jour, il pousse la fille hors du lit. Va-t'en! Elle sent l'ordre dans les muscles du pilote. Elle quitte le lit. Elle comprend qu'elle doit partir. Mais elle s'assoit encore par terre pour lui montrer qu'elle ne partira pas de là. Ah, pour Mermoz, c'est plus qu'il en pouvait supporter. Ah oui, tu voudrais me suivre comme une esclave, un chien. Oh, elle dit le mot en arabe, elle hurle, indignée. Un bruit d'avion gronde sur le terrain. Mermoz la regarde, puis ferme les yeux. Peut-être, pense-t-il, si je feins de dormir, partira-t-elle. Il doit piloter encore de longues heures, il doit dormir, absolument dormir. S'il s'endort en plein vol, ce sera la cause de la fille têtue. Elle est la plus forte. Le pilote soupire. Ils s'épient tous les deux. Il rit nerveusement. La fille aussi. La porte de la baraque s'ouvre et le pilote qui venait d'atterrir entre. C'est Syntex. Bonjour, vieux. Ah, c'est toi, Tonio? Ah oui, je n'ai pas dormi de la nuit. Regarde, dit-il, en lui montrant la petite arabe assise par terre. Je suis crevé. Elle ne veut pas partir. Je lui ai tout donné, mon argent, même mon canif. La petite arabe se lève très vite. Peut-être comprends-tu l'arabe, monsieur, dit-elle en s'adressant à Syntex. Tu sais, je suis blanchisseuse. Je ne peux pas partir sans les draps sales. Ah, pour le reste, je suis contente. Il est généreux, ton ami. Tonio traduit les désirs de la petite arabe. Mermoz pousse un juron et la charge de tout le linge sale. Elle est enfin heureuse et elle part. Cette histoire cocasse prouve à la fois la générosité et la rectitude de Mermoz. En octobre 1927, Mermoz et Négrin réussissent un vol sans escale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal à bord d'un LAT-26. Mermoz reçoit un message de félicitations du maréchal Lyautey, qui suit toujours de très près les exploits de la ligne, laquelle reste toujours un peu son bébé. Message accompagné de sa devise empruntée au poète anglais Shelley et restée célèbre: la joie de l'âme est dans l'action. Puis ce sera pour Mermoz la grande aventure de l'Amérique du Sud et de la cordillère des Andes. À la fin de l'année 1927, Marcel Bouilloux-Lafont, président et fondateur de la Compagnie Générale Aéropostale, qui prend la suite des lignes aériennes à la TECOER, envoie Mermoz à Rio de Janeiro afin de développer de nouvelles liaisons en Amérique du Sud. En août 1928, l'Archange réalise la première traversée du Brésil d'une seule traite, avec son mécanicien personnel, Alexandre Collenot, bientôt un de ses amis les plus intimes. Le 2 mars 1929, toujours accompagné du fidèle Collenot, il survole la cordillère avec à son bord le comte de Lavaux, président de la Fédération aéronautique internationale, en direction de Concepción du Chili, lorsque l'unique moteur de son LAT-TECOER 25 stoppa brusquement.
En planant, tant bien que mal, entre les parois abruptes d'une gorge sauvage, il réussit à poser son appareil sur une piste à peine visible. Mais celle-ci n'est pas plane, et l'avion est entraîné inexorablement sur cette déclivité et roule lentement en direction d'un gouffre qui la termine. Alors, Mermoz, sans hésiter, saute de son poste, court comme un dératé, parvient à dépasser son appareil, se couche devant lui et bloque une roue de son corps athlétique. Avec une parfaite maîtrise et un sang-froid admirable, au bord même de l'abîme, il réussit à immobiliser l'avion et redécolle aussitôt son moteur réparé par Colonneau. Après quelques minutes, il atterrit à Concepción, le plus tranquillement du monde, sans même parler de son exploit incroyable. Et le lendemain, il envoie en France une carte postale avec ces mots. Bien arrivé, panne en montagne, réparable heureusement. Voyage sportif. Malgré tout, cordillère des Andes, pas désagréable, mais vue d'en bas. Puis, ce sera le 11 mars, un décollage acrobatique avec un LAT-25 qui deviendra de légende, un décollage en 3 bonds successifs sur des arêtes andines rocheuses, à l'issue de 2 jours d'angoisse à haute altitude et de réparation de fortune avec Colonneau. Comme les autorités chiliennes, après avoir tenté de le retrouver, le considéraient comme perdu, quelle ne fut pas leur surprise de le voir réapparaître à Copia, où son appareil se posa. Et pourtant, tous les Chiliens étaient persuadés que leur cordillère ne rendait jamais les hommes qui s'y perdaient. Comme ils doutaient un peu de cet exploit, ils organisèrent le printemps venu une caravane de troupes de haute montagne qui retrouva les objets abandonnés par Mermoz sur le plateau. Il fut alors fêté comme le héros qu'il était, et sa popularité explosa dans toute l'Amérique du Sud, alors qu'il restait encore méconnu en France. Enfin, le 15 juillet 1929, Mermoz ouvrira la ligne des Andes avec Henri Guillaumet. Tout semble alors lui sourire. Toutes les femmes sont amoureuses de lui. Il aura à cette époque une liaison qui fit grand bruit avec la chanteuse Suzy Solidor, figure emblématique des années 1930, symbole de la garçonne des années folles. Et en janvier 1930, au Brésil, il rencontre enfin le grand amour en la personne de Gilberte Chazotte, sa future épouse. Quelques mois plus tard, il revient à Toulouse et reprend le manche à balai. Bien décidé de traverser l'Atlantique sans escale pendant 3000 kilomètres, avec 2 coéquipiers et 130 kilos de courrier, il choisit la date du 13 mai pour cette traversée, car c'était un jour de pleine lune et qu'il était ainsi assuré d'avoir une nuit suffisamment claire. Et c'est ainsi qu'il parviendra à relier d'un trait Saint-Louis du Sénégal à Natal, au Brésil, au terme d'un vol de 21h10 sur un hydravion LAT-28-3 baptisé le Comte de la Vaux, celui-ci venant de disparaître tragiquement dans un accident d'avion. Mermoz prouva ainsi que le courrier peut être transporté d'un continent à l'autre avec le même appareil, alors que, avant cet exploit, il fallait en utiliser plusieurs. À son ami Joseph Kessel, qui lui demandera quelles furent ses premières impressions à son arrivée, il répondit « Rien de ce que tu pourrais croire. Crainte? Non, vraiment pas. Joie
exaltation sans borne. Pas davantage. L'impression que j'eus alors ressemble plutôt au plaisir qu'on a de partir en vacances après un travail fastidieux. Signé Kessel et Max Delty, la légende assure qu'à l'aube de ce vol historique, l'aviateur aurait trouvé à ses côtés, dans leur lit d'hôtel, le cadavre de sa maîtresse de l'époque, suicidée pendant la nuit après avoir appris son mariage prochain avec Gilberte. Ce qui est certain, c'est que les femmes compteront toujours beaucoup chez lui. Mais la femme de sa vie, voyez-vous, c'est encore, et ce sera toujours, Mangabi. Juste à l'heure d'aborder le terrible poteau noir, cette zone atlantique de nuages, d'orages et de tempêtes, lors de ce vol historique, Mermoz reçut son message radio habituel. « Mon Jean, je suis avec toi. Stop, maman. » Moins de 3 ans plus tard, parti le 12 janvier 1933 de l'aérodrome de Paris-Le Bourget, Mermoz atterrit à Buenos Aires le 22 à bord du Cousinet 70 Arc-en-Ciel. Entre 1930 et 1936, Mermoz aura effectué 24 traversées de l'Atlantique Sud. À partir de 1930, auréolé de ses exploits, il devient l'homme le plus populaire et le plus illustre de France. Son rayonnement est fabuleux. Il n'y a pas un homme, ni une femme, ni un enfant, dans les campagnes perdues comme sur les grands boulevards de la capitale, qui ignorait qui était Jean Mermoz. Les hommes l'admiraient, les femmes rêvaient à son image, les enfants voulaient lui ressembler, et la jeunesse éprise d'aventure et de grand large en faisait une idole. « J'ai toujours acheté très cher ma chance », écrira-t-il alors. Sa vie entière sera l'illustration de ce mot magnifique. Son obstination à se dépasser sans cesse, l'accumulation de ses exploits en même temps que son charme et sa simplicité ont forgé sa gloire. Mais, et c'est ce qui le touchait le plus, il inspirait surtout une tendresse immense de la part des gens les plus simples, émus par sa gentillesse. Le peuple le chérissait, écrira Kessel. Mermoz ne se laissait pas enivrer par cette gloire et par l'argent. Il refusait les émoluments énormes que lui proposaient désormais les constructeurs d'appareils, les trusts d'essence ou les fabricants de moteurs pour qu'il siégeât à leur conseil. L'argent ne l'intéressait guère, et il le dépensa toujours sans mesure pour ses amis et pour les pauvres. L'amitié et la fidélité étaient pour lui des valeurs bien plus importantes. Ayant reçu à 32 ans l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur au Bourget, il apprit que Coursault était retenu par son service d'adjudant de semaine sous un hangar. Il abandonna alors tous les honneurs qu'on lui rendait pour courir embrasser son ami. Il préférera toujours la compagnie des mécaniciens à celui de la société mondaine qu'il célébrait. J'évoquais précédemment l'aura qu'il possédait auprès de la jeunesse. Une anecdote en témoigne. Ce jour-là, place Pigalle, il surprit un groupe de jeunes communistes exaltés qui lapidaient sa voiture, insultes selon eux à leur pauvreté. Très calmement et sans violence, il les apostropha. « Que faites-vous à ma voiture? Elle a donné du travail à des ouvriers. »
Aussitôt, on commença à gronder autour de ce bourgeois. Mais soudain, l'un de ces jeunes, identifiant son visage, s'écria: « Mais c'est Mermoz !» Le nom courut alors comme un maître mot. « Tu es vraiment Mermoz ?» demanda celui qui semblait le meneur de la troupe. « Je fais ce que je peux pour cela, répondit Mermoz en riant. « Ça va !» cria le garçon à ses camarades. « Mermoz a tout de même le droit d'avoir une belle bagnole, non ?» Et ils allèrent tous boire un coup ensemble. Si Mermoz avait définitivement gagné la partie, et que désormais, chaque semaine, un appareil partait avec la poste de France, de Dakar pour Natal et de Natal pour Dakar, avec le courrier d'Amérique, il n'en demeurait pas moins insatisfait, car la flotte postale aérienne de l'Atlantique n'avait aucune cohésion et qu'elle était de plus en plus menacée par l'Allemagne. À terme, c'était une question de survie pour elle. Et il avait bien tenté de se faire entendre en haut lieu, en réclamant avec vigueur des avions plus rapides et puissants, mais en vain. Déçu par le manque de volonté politique des gouvernements qui se succédèrent en France, il commença à utiliser son image positive auprès de la population pour tenter de faire bouger les choses, car ce n'était pas que l'aéropostale qui était alors menacée. La situation économique et sociale du pays était catastrophique. Touchée de plein fouet par la crise mondiale de 1930, la France titubait. Mermoz était très inquiet. Il aimait son pays et se reprochait sa passivité. Comme Lyautey, pour lequel il avait une grande admiration, il n'était pas ambitieux pour lui-même, mais il l'était pour la France, et pour essayer de la redresser et de sortir la société de son marasme. En toute bonne foi, il se mit à faire de la politique. Ce qui allait causer un malentendu profond entre lui et ceux qui l'aimaient, et ce malentendu douloureux n'est pas encore entièrement dissipé aujourd'hui. En réalité, Mermoz ne fit jamais de politique, du moins dans le sens que l'on donne généralement à ce mot. La politique exigeait généralement, dans les années 30, et je pense personnellement que c'est toujours le cas de nos jours, le calcul, la malice, la flatterie des masses et un certain dédain, pour ne pas dire plus, des opinions d'autrui, autrement dit des facultés diamétralement opposées à celles dont disposait Mermoz. Et on ne peut que regretter qu'il s'y trouvât mêlé sans le vouloir. Pour essayer d'influencer sur les événements, sans adhérer à un quelconque parti politique, une solution idéale parut se présenter pour lui. On sait l'admiration qu'il avait pour les anciens combattants de la Grande Guerre. Or, une association d'anciens combattants, qui sera mise en relief par les événements tragiques du 6 février 1934, les Croix de Feu, commençait à publier partout qu'elle allait tirer le pays de l'ornière, donner du travail aux chômeurs et rétablir le rayonnement de la France. Fondée en 1927 par Maurice d'Artois, c'est le colonel François Delarocque, recommandé par les maréchaux Lyautey et Foch, qui en prit la direction en 1929. Elle répondait à l'origine au désir des anciens de la Grande Guerre de revivre l'esprit de fraternité des tranchées et de réparer un acte jugé ignominieux, la tombe du soldat inconnu ayant été souillée lors d'une manifestation en août 1927.
Son but était de rassembler le meilleur des anciens combattants, de former une chevalerie du courage militaire, de jeter les fondements d'une sorte de nouvelle Légion d'honneur. Ancien attaché à l'état-major de Foch, officier de belle prestance, à la silhouette élancée, au sourire engageant, Larocque maniait habilement cet esprit ancien combattant aux aspirations d'une jeunesse qui réclamait un retour de l'ordre et de l'honnêteté dans la classe politique profondément éclaboussée par l'affaire Stavisky. Larocque assurait haut et fort de ne pas faire de politique et ouvrait son mouvement à tous, ou tout au moins à tous ceux qui se voulaient fidèles à l'esprit patriotique, s'opposant ainsi à l'internationalisme du Parti communiste et aux ligues d'extrême gauche, comme d'ailleurs d'extrême droite, qui viendront fréquemment troubler ses défilés. Mermoz, ardent patriote, et comme beaucoup de Français avides d'espérance et dégoûtés par les clans et les factions qui se déchiraient, se retrouva aussitôt dans ses aspirations et s'inscrivit dans une section de Paris. Sans s'en douter, il mettait le doigt dans l'engrenage infernal. Il retrouva dans ce mouvement toutes les classes de la société fraternellement unies, des ouvriers, des étudiants, des commerçants, le petit peuple comme la bourgeoisie, très touché par la crise, et qui s'entraidait. Mermoz, qui était la générosité même, se sentit à l'aise parmi ces gens, et dans sa naïveté et sa gentillesse, rêva, par ce chemin fraternel, de sauver l'aviation et la France. Ce qui le séduisit le plus chez les Croix-de-Feu, ce fut leur programme social, basé sur de grandes réformes sociales qu'ils mettaient en avant en liaison avec un faisceau d'associations sympathisantes, dont les sections féminines, les fils et filles de Croix-de-Feu et les volontaires nationaux, auxquels appartiendra François Mitterrand. Droit de regard de l'ouvrier sur la gestion de son entreprise, association capital-travail, salaire minimum, congés payés, extension des loisirs populaires, idée véhiculée par l'association à vocation sociale et artistique Travail et Loisirs, qui sera bientôt dirigée par Mangabi, intervention et action de bienfaisance auprès des victimes de catastrophes diverses et d'enfants déshérités, éducation sportive pour tous. Ah, voilà en somme un programme idyllique qui ne pouvait que faire rêver l'idéaliste qu'il était. Tant qu'il resta dans le rang, à un poste obscur, ce ne fut pas très grave. Mais comme on peut facilement l'imaginer, les chefs du mouvement voulurent profiter de pour leur propre compte, du nom prestigieux du nouvel adhérent qui venait d'être fait commandeur de la Légion d'honneur le 4 août 1934, de son immense notoriété et de l'enthousiasme qu'il soulevait auprès des foules, et ils le poussèrent rapidement dans la hiérarchie jusqu'à le faire parvenir au levier de commande. Mermoz hésita d'abord, sentant venir les réactions de certains. S'il avait de l'ambition, ce n'était pas pour lui-même. Il pensait d'abord et toujours à l'avenir de l'aviation, et accepta donc, sans joie, presque résigné, de nouvelles responsabilités au sein des Croix-de-Feu. « Ah, je suis en plein dans les Croix-de-Feu », écrivit-il alors à un ami à Rio de Janeiro. « Ah, je sais que mes ambitions ne sont pas de ce monde, mais j'ai un tel besoin de servir dans mon passage sur la terre que je ne pouvais pas faire autrement que de consacrer ce qui reste en moi à une œuvre sociale. Ce sera ma seule excuse, un jour, si on me reproche de faire de la politique, ce qui ne saurait tarder. Mais je suis à l'abri.
Il y a des jugements qui ne peuvent plus me faire du mal. Je regarde trop loin devant moi, et je me retourne que pour les amitiés disparues. Le piège se referma lentement sur lui. Désormais, le pilote des ondes allait se confondre avec le vice-président d'un parti de plus en plus assimilé au fascisme, même si la Roque s'en défendra toujours. Ce qui est certain, c'est que Mermoz avait donné son adhésion première à un programme dirigé contre la politique, les députés, les grands capitalistes, et que le mouvement des Croix de Feu fit très vite de la politique, eut des députés et demanda de l'argent à ses adhérents. Mermoz vit bien cette dérive et en souffrit. Mais, sans doute par fidélité et par amitié pour la Roque, il ne réagira pas, se contentant de dire à ceux qui le lui reprochaient « Il le faut pour atteindre le but. Après, tout changera. » Pourtant, progressivement, il eut le sentiment d'être l'otage de ce parti qui lui a imposé ses orientations, et il se sentira de moins en moins bien chez les Croix de Feu, lui qui fut toujours si tolérant et avait des amitiés à gauche comme à droite sur l'échiquier politique. Il était très proche notamment de Pierre Cotte, ministre de l'ère socialiste. Lorsque celui-ci sera injustement accusé par l'écho de Paris d'avoir livré aux Russes le secret d'un canon d'aviation, il manifesta publiquement son indignation. On sait qu'il estimait également Léon Blum, dont il reconnaissait les talents et la compétence. Pourtant, les Croix de Feu n'épargneront pas Léon Blum lorsqu'il forma son mouvement de Front populaire en 1936. Les Croix de Feu étaient devenus entre-temps le Parti social français, avec toujours à sa tête le colonel de la Roque, secondé par Mermoz, et comptait près de 3 millions d'adhérents. On peut penser qu'il aurait sans doute pu obtenir un grand nombre d'élus sur un programme de tendance fasciste. Mais, sous l'influence de Mermoz, la Roque s'y refusa, et les membres du Parti social français votèrent donc dans un ordre dispersé, et certains même pour des candidats du Front populaire. Ce fut probablement le cas de Mermoz. Mermoz entretenait alors des rapports cordiaux avec Paul Vaillant-Couturier, l'un des fondateurs du Parti communiste, qui voulait le convaincre de quitter les Croix de Feu. Un soir, il lui donna rendez-vous dans un café des grands boulevards et lui dit sans embâche « Rejoins-nous, Jean, tes valeurs sont les nôtres, tu n'as rien à faire dans ce parti fasciste. » Mermoz réagit aussitôt. Il refusa le mot fascisme, affirmant que les Croix de Feu condamnaient le fascisme et n'avaient jamais voulu s'allier avec les partis d'extrême droite. Et puis d'ailleurs, ajouta-t-il, les Croix de Feu ne sont pas un parti politique, mais une association patriotique et sociale. Et il continua, je n'aurais d'ailleurs jamais adhéré à un parti politique, ni au tien, ni à aucun autre. Tu m'excuseras, mais j'exècre les partis politiques qui font tant de mal à la France. Et d'ailleurs, je ne comprends rien à la politique. Et pourtant, au fil des mois et de ses conversations amicales avec Vaillant-Couturier, dans ce café où il se retrouvait régulièrement, évoquant la situation politique et sociale de la France, il sentit bien que ses arguments ne tenaient plus, et que les Croix de Feu étaient devenus un parti politique comme les autres, avec les mêmes tares qu'il condamnait chez les autres. Pouvait-il encore reprendre sa liberté? Sans doute, mais il ne put se résoudre à rompre avec ceux auxquels il avait accordé sa confiance. Il ne lui restait donc plus qu'à boire le calice jusqu'à la lie. Et comme la politique est impitoyable, il allait subir à présent ce que Joseph Kessel appellera
l'épreuve du venin. Alors que des gens pour lesquels il n'avait aucune sympathie ou qui s'engageaient dans des voies qui n'étaient pas les siennes le crurent leur porte-parole, d'autres, qui l'estimaient et dont il eût aimé l'affection, le prirent pour un ennemi. Il en souffrit beaucoup, mais il s'efforça toujours de rester imperméable à la haine et à la calomnie qui bientôt se déversèrent sur lui. Néanmoins, ce n'était plus le même homme. Il perdit son sourire et sa joie de vivre, et il devint taciturne. Après les mesures d'interdiction sur les groupes de combat et milices prévues à la loi du 10 janvier 1936, en réponse aux émeutes du 6 février 1934, les croix de feu seront dissoutes, sous le gouvernement de Front populaire, en dépit de leur républicanisme, faisant contraste avec la plupart des ligues d'extrême droite réactionnaires ou fascisantes. Mermoz, qui avait pourtant pris ses distances avec le mouvement, n'en sera pas moins montré du doigt, et il dut subir les attaques les plus violentes et les plus injustes qui le brisèrent moralement. Fort heureusement, il retrouvait encore le bonheur et la sérénité au cours de ses vols sur l'Atlantique. « Tu sais, confia-t-il un jour à Kessel, je voudrais ne jamais redescendre. » En décembre 1936, il est à Dakar, où il doit s'embarquer sur la Croix du Sud, un superbe hydravion, un Latescoer 300, avec à son bord Alexandre Pichaudou, copilote, Henri Aizan, navigateur, Roger Cruvellier, radio, et Jean Lavidavli, mécanicien. Il ne sait pas que ce sera son dernier voyage, leur dernier voyage, un voyage sans retour. Guillaumet, affecté au service régulier de l'Atlantique et qui habitait Dakar, l'accompagne avec son équipage jusqu'au ponton où était amarrée la Croix du Sud. Mermoz salua joyeusement de la main. Seule la fidèle et indéfectible amitié de ses camarades de l'aéropostale lui permettait de continuer et de ne pas sombrer définitivement dans le désespoir. À ce jour-là, il était particulièrement heureux, car justement il devait retrouver à Rio deux de ses amis les plus dévoués, Cousinet et Fleury. De surcroît, il devait recevoir des mains du président de la République, Vargas, la cravate de commandeur de Cruzeiro do Sur, équivalent de notre Légion d'honneur. Guillaumet écouta les moteurs tourner au point fixe et regarda décoller l'hydravion. Puis, il alla se coucher. Il était 4 heures du matin, ce 7 décembre 1936. Dans l'appareil, l'ambiance était contractée. Les hommes se connaissent bien, et Mermoz les apprécie autant qu'il l'apprécie. La veille, au petit matin, à Dakar, au bureau d'Air France, on lui avait proposé, comme second pilote, la Nata, un petit nouveau qui n'avait pas encore fait de traversée. Mermoz n'avait pas dissimulé son agacement et avait demandé à l'employé qui se trouvait ensuite sur la liste. On lui répondit « Pichaudou ». Un grand sourire avait alors illuminé le visage de l'archange. Alexandre Pichaudou, c'était une vieille connaissance. Ce Breton, aux yeux vifs et brillants et aux lèvres gercées par le sable, avait crapahuté un peu partout dans le monde en qualité de pilote d'hydravion. Il était passé sans interruption du service militaire aux différentes compagnies aériennes, Air Orient, puis Air France, avant d'être affecté au réseau méditerranéen, Marignane Beyrouth, Marignane Tunis, puis, en dernier lieu,
au secteur Atlantique Sud. Décoré de la médaille d'argent de l'Aéroclub, de la Croix de la Légion d'honneur, il avait à son actif 461 heures de vol comme militaire et 6430 heures de vol comme pilote civil. Il avait traversé 38 fois l'Atlantique du Sud. Mermoz, très heureux, décida d'aller lui-même lui annoncer la bonne nouvelle. Il le trouva dormant près de sa femme et le réveilla avec ces mots. « Nous partons sur la Croix du Sud. Es-tu des nôtres ?» Sur un ton enjoué, Madame Pichaudou répondit à la place de son mari, encore dans les bras de Morphée. « Évidemment, Jean, qu'il est des vôtres. Il te suivrait partout, tu le sais bien, même en enfer. » Pichaudou n'avait jamais rien pu refuser à son ami Mermoz. Et comment ne pas être heureux de se lancer avec des potes dans une nouvelle expédition? Pourtant, il avait paru plus grave qu'à son habitude et avait longuement embrassé sa femme avant de rejoindre Mermoz. Avait-il un quelconque pressentiment? Mermoz, qui n'avait rien remarqué, avait plaisanté et évoqué leurs souvenirs communs pendant qu'ils s'habillaient. Le navigateur de la Croix du Sud était Henri Hézan, un autre breton qui, lui, venait de la marine où il avait été capitaine au long cours. Il était entré dans l'aérospatiale en novembre 1932 et avait été nommé navigateur sur l'Atlantique Sud en août 1936. Il avait à son actif 17 traversées. Henri Hézan était un garçon adorable. Il avait conservé la candeur de l'enfance, le don de la foi et l'émerveillement. Il vouait à Mermoz une sorte d'adoration filiale, même s'il n'avait que 3 ans de moins que lui. Moins de 20 minutes après leur départ, Mermoz remarqua qu'il semblait marmonner dans sa barbe, et il lui demanda ce qu'il faisait. Sa réponse l'étonna. « Ce n'est rien, je prie. Tu sais, Jean, la prière est nécessaire, surtout dans notre métier. » Mermoz leva les yeux au ciel en soupirant. Puis, s'adressant à ses hommes, il leur dit en riant. « Oh, mais je vous trouve bien sérieux ce matin. » Il faut dire qu'à mesure que le temps passait, une certaine anxiété avait fait place à la décontraction des premières minutes après le décollage, comme si une crainte diffuse s'était emparée des esprits, mais que personne ne voulait exprimer. Qu'est-ce qui pouvait la justifier? Rien, apparemment. C'était une crainte irraisonnée, injustifiée, ridicule. Et le visage de Mermoz, à son tour, s'assombrit. Mais cela ne dura qu'un instant, et à nouveau il plaisanta comme pour chasser les mauvaises idées, les pressentiments et les doutes. Jean Lavidali, le mécanicien, encore célibataire, parlait à présent de ses parents, cultivateurs à Virsac, en Gironde, que Mermoz connaissait bien et dont il appréciait la production vinicole. « J'ai une bonne bouteille que nous boirons tous ensemble à l'arrivée !» s'écria alors Lavidali. « Si Dieu le veut !» lança Hézan, l'air sombre, et qui eut pour effet de casser l'ambiance. Mermoz, toujours enjoué, enchaîna aussitôt sur ses derniers jours de repos dans le Midi, l'été dernier. C'était à Saint-Tropez. Il avait dîné à la terrasse de l'Escale, sur le port, avec Mangabi et Gilberte, son épouse. Les pins embaumaient lourdement. Le ressac chantait. À une table voisine, il reconnut Lavidali et Marguerite et Pierre, ses parents. Ils rapprochèrent leur table et terminèrent la soirée ensemble.
Tu t'en souviens, Jean? Vous fêtiez ta Légion d'honneur. Comment l'aurait-il oublié? Jean Lavidaly servait l'aéropostale depuis près de 12 ans, avec droiture, honneur, cœur et simplicité, et il avait aidé Mermoz, en tant que mécanicien navigant, à mettre au point la traversée de l'Atlantique Sud. Il était considéré comme un professionnel hors pair, totalisant 3197 heures de vol. Des liens d'amitié très étroits liaient les deux hommes depuis longtemps. Le plus âgé de la bande, le radiotélégraphiste Roger Crevelier, 37 ans, était aussi le plus respecté, car il avait été, en quelque sorte, un héros de la Grande Guerre. Il s'était engagé dans l'armée française en février 1916 à l'âge de 17 ans. En janvier 1928, il était entré à l'aéropostale. Au cours d'un accident survenu le 10 novembre 1929 entre Alger et Marseille, à un hydravion qui fut contraint d'anérir, il s'était distingué par sa diligence et sa présence d'esprit, contribuant pour une forte part au sauvetage de l'appareil. En cette occasion, il avait reçu les félicitations du ministre de l'Air. Il était décoré de la Croix de guerre et capitalisé 4500 heures de vol et 10 traversées de l'Atlantique Sud. Il avait épousé, 3 ans plus tôt, une gentille fille orpheline de guerre, et il confia à ses camarades qu'il allait être bientôt papa. La nouvelle émut beaucoup Mermoz. Il aimait beaucoup les enfants et avait rêvé d'en avoir un. C'est le seul grand désir qu'il me reste, confia-t-il un an plus tôt à Kessel. Mais je n'ai pas le droit. Il avait été profondément affecté en février en apprenant la disparition à bord de son hydravion de son fidèle ami Collenot. Celui-ci avait 2 enfants. L'été suivant, en visite chez sa mère, il rencontra une jeune femme timide avec 2 enfants. « Ce sont les petites Collenot et leur mère, lui dit Mangabi, et elle rajouta dès qu'ils furent seuls. Ils sont ici chez eux. Le vol se déroulait sans incident notable. Mais 1 heure après le décollage, Mermoz constata que l'une des 4 hélices à pas variables passait mal au grand pas. Il décida alors de revenir à la base. Moins de 2 heures plus tard, Guillaumet fut réveillé par le bruit de moteur de la Croix du Sud. Mermoz, en atterrissant, demanda s'il n'y avait pas un avion prêt sur le champ. On lui répondit qu'il lui faudrait attendre quelques heures. Alors, je repartirai sur la Croix du Sud, décida Mermoz. Le courrier a déjà trop attendu. Il ne demanda pas l'avis de ses hommes. Mais l'aurait-il fait? Cela n'aurait rien changé. À l'unisson, d'une même voix, ils auraient tous répondu « On repart !» L'hélice fut rapidement réparée et à 7 heures, Mermoz décolla de nouveau. Les hommes ne parlaient pas de l'incident de l'hélice. Ils bavardaient joyeusement. Seul Mermoz paraissait alors inquiet. Il avait si souvent côtoyé la mort au cours de ses expéditions qu'il semblait blindé. Et pourtant celle-ci le hantait toujours. Combien de ses camarades pilotes, le dernier en date étant Collenot, avaient perdu leur vie? Mermoz avait presque l'impression de faire figure de survivant. 2 mois plus tôt, par une nuit d'octobre, il avait vu arriver sur le terrain de Natal l'avion qui portait le courrier hebdomadaire de France. Quelques silhouettes se dessinaient vaguement près de la piste perdue au creux d'un vaste aérodrome. Les feux de balisage ceinturaient le sol d'étoiles rouges.
Les hangars, dans l'obscurité, lui apparurent soudain comme des sépulcres géants et des porches de cathédrales. La mort était si souvent invitée à la fête qu'elle faisait presque partie du quotidien de ces hommes courageux. Encore hanté, semble-t-il, par la disparition de Collenot, il avait ressenti alors un profond malaise et s'était surpris à se signer. Mais déjà les deux pilotes étaient descendus de l'avion, souriants et joyeux, et Mermoz, qui avait aussitôt chassé ses idées noires, était parti à leur rencontre. À bord de la Croix du Sud, l'anxiété des hommes, avant le problème de l'hélice et le retour à la base, avait fait place à une sorte d'euphorie. Puis tout le monde se calma. Cette traversée n'avait en somme rien d'exceptionnel. Jusqu'à 10h47, tout se passa bien. Mermoz pilotait, Pichaudou surveillait, le capitaine au long cours Ezam faisait le point, et le mécanicien Lavidali inspectait de temps en temps les 4 moteurs. TVP, tout va bien, signala le radio Crevelier. Mais à 10h47, et comme la Croix du Sud se trouvait à 8000 km environ de la côte, le poste de Dakar reçut de l'hydravion ce commencement de message. Coupons arrière droit, moteur arrière droit. Puis plus rien. La Croix du Sud venait de disparaître en mer. Que se passa-t-il durant les quelques minutes, ou peut-être les quelques secondes qui suivirent? On peut supposer que ces hommes aguerris comprirent aussitôt que leur sort était scellé. Quant à Mermoz, on peut imaginer qu'il ressentit un remords incommensurable. Ne les avait-il pas menés délibérément à la mort en faisant repartir la Croix du Sud après une réparation sommaire? Eut-il seulement le temps d'avoir du remords? Eut-il le temps, tellement la chute fut brève, de mettre sur son visage le masque de combat dont parlèrent plus tard tous ceux qui avaient volé avec lui dans les instants dangereux? Ce qui me semble vraisemblable, c'est qu'en quelques secondes, sa vie fantastique dut défiler dans sa tête. Et il dut surtout revoir les personnes qu'il aimait le plus au monde. Sa mère, Gilberte, son épouse, et évidemment ses amis et ses camarades qui l'accompagnaient aujourd'hui dans la mort. Et la femme de Pichaudou, les parents de Lavidali, l'épouse de Roger Crevellier et l'enfant qu'elle portait et que son père ne connaîtra pas. Quelques heures après le message laconique de la Croix du Sud, Guillaumet décolla à la recherche de l'appareil. Les bateaux alertés se déroutèrent pour fouiller la mer dans les parages. Mais on ne trouva rien. Le temps était pourtant si beau, la mer si belle, se lamentait Guillaumet, effondré. Pour les techniciens, une hélice ayant sauté par vibration avait vraisemblablement cisaillé le fuselage et la Croix du Sud avait coulé comme une pierre par le fond. Ce 7 décembre 1936, à l'âge de 34 ans, Jean Mermoz, l'archange, entrait dans la légende de l'aviation. Il a aujourd'hui une rue à Paris, une grande artère à Santiago, une statue à Buenos Aires où un lycée franco-argentin porte son nom, un phare à Natal, une stèle à Dakar et un musée à Oberton, sa ville natale.
Quand on se penche sur la vie de Mermoz et de tous ces pionniers de l'aviation commerciale, Saint-Exupéry, Guillaumet et tous les autres, on se dit qu'il ne faut pas désespérer de l'homme. Et on apprécie peut-être davantage cette réflexion d'Albert Camus. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Que puis-je vous dire de plus? Si ce n'est vous lire, pour terminer, ce qu'écrivit, dans une sorte de vision prémonitoire, son plus fidèle ami, Antoine de Saint-Exupéry, qui disparut en mer comme Mermoz, 8 ans après lui, au cours d'une mission aérienne à quelques enclabures des côtes de la Provence occupée. C'est facile de mourir, et même de mourir noyé. Il faut vite se faire à l'idée qu'on ne peut plus respirer d'oxygène. Il faut respirer de l'eau par les poumons. Vous ne devez pas tousser. L'eau ne doit pas vous entrer dans le nez. Vous êtes soulagé de respirer la première bouffée d'eau. C'est frais. Tout va bien ensuite. Comme vous pensez au dindon que vous avez acheté la veille chez des paysans pour Noël, vous essayez de sortir de la carlingue et de nager vers la surface, vers la lumière verte. Là-haut, sur le plancher des vaches, le dindon vous attend. Et quand vous réalisez que malgré tous vos efforts, vous allez finir par mourir noyé, vous pensez à ceux qui vous sont chers, votre femme, vos enfants, votre mère, et vous priez pour eux et pour vous. C'est facile de mourir noyé. Je vous remercie.